Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle anticipée en Zambie. Le scrutin aura lieu le 20 janvier afin d'élire le successeur du président Michael Sata, décédé le 28 octobre 2014. Les Zambiens voteront à nouveau en 2016 pour la présidentielle et les législatives. Adoption d'un projet de loi controversé en République démocratique du Congo. L'opposition proteste contre ce qu'elle qualifie de passage en force de la loi électorale. Elle dénonce notamment l'article 8 qui conditionne l'organisation de la présidentielle en 2016 au résultat d'un recensement. Et enfin, le Mali reste le plus grand importateur de coton en Afrique de l'Ouest. Il est toutefois confronté à certaines difficultés. Le festival de Daoulaba a justement consacré une tribune à cette richesse nationale pour trouver d'éventuelles solutions. Je vous le disais en titre, en Zambie, l'élection présidentielle aura lieu ce mardi 20 janvier 2015. 11 candidats sont en lice pour cette élection anticipée. Après le décès du président Michael Sata en octobre 2014, les Zambiens sont nombreux à nourrir l'espoir d'un changement dans les affaires du pays, comme nous l'explique Aminata Diak. La présidentielle zambienne est prévue ce mardi 20 janvier 2015 pour élire le successeur du président Michael Sata, décédé le 27 octobre 2014 à Londres, la capitale britannique, à l'âge de 77 ans. 11 candidats sont en lice pour ce scrutin. Redynamisation de l'économie, amélioration des services, plus d'emplois, telles sont les promesses faites par les différents protagonistes. Le gel de l'emploi et des salaires dans le gouvernement devrait être abordé et assurer la croissance de l'économie qui ne marche pas bien actuellement. La dépréciation du kwacha face à d'autres monnaies, ces genres de questions. Nous voulons un leader qui peut développer le pays pour qu'au moins les gens puissent avoir accès à la santé, l'éducation et pour faire de l'agriculture un secteur majeur de notre développement en mettant à la disposition des fermiers des apports. D'autres par contre ont déjà fait un choix sur leur candidat. Le Front patriotique parti au pouvoir en Zambie depuis 2011, représenté par Edgar Lungu, reste très populaire dans le pays. Nous avons vu le travail accompli par le Front patriotique ces 2 dernières années. Donc j'irai juste pour Lungu, parce que les infrastructures, les routes, les universités, enfin beaucoup de choses ont été réalisées par le PF. Edgar Lungu, 58 ans, affrontera notamment l'homme d'affaires Hakainde Hichilema du Parti uni pour le développement national, qui a déjà été battu 3 fois à la présidentielle, et les candidats de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement pour la démocratie multipartite, l'ex-président Rupia Banda, qui avait perdu le scrutin en 2011. Dans l'actualité également, dispersion d'une manifestation au Niger. En dépit de son interdiction par les autorités, l'opposition avait annoncé maintenir une marche prévue de longue date ce dimanche à Niamey. Les manifestants de l'opposition qui s'étaient rassemblés se sont dispersés dans le calme. Notons que des manifestations anti-Charlie Hebdo ont, elles, dégénéré en émeutes dans la capitale vendredi et samedi, où plusieurs personnes sont décédées. Polémique en République démocratique du Congo. Le projet de loi électoral adopté par les députés ce samedi lie la tenue des prochaines élections législatives et présidentielles au résultat du recensement général devant commencer cette année. Mais selon l'opposition, il est, cela dit, impossible d'organiser un recensement en un peu moins de 2 ans au vu de la superficie du pays. Les précisions d'Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 17 janvier 2015 un projet de loi électoral qui pourrait entraîner le report de la présidentielle de 2016. 337 députés ayant voté pour, 8 contre et 24 se sont abstenus. Le texte est très controversé puisqu'il prévoit un recensement de la population avant la tenue du scrutin, une disposition que réfute l'opposition. N'ayant pas siégé ce samedi au Parlement, elle dénonce une manœuvre pour permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Au sein de la majorité, l'adoption du projet de loi fait également l'objet de critiques. Comment pouvez-vous croire qu'on ira aux élections alors que le recensement n'a pas commencé? C'est de la poudre aux yeux, c'est pour nous faire avaler des couleuvres. Et je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune volonté pour qu'on aille aux élections en imposant un recensement. Je représente la population et moralement, consciemment, je ne peux pas voter cette disposition. C'est nous vous ramener en arrière. Aujourd'hui, ne pas aller aux élections, c'est priver la population de ce qu'elle veut. Je suis de la majorité, je soutiens la majorité, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la majorité. Pour certains observateurs, l'adoption
l'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Alors, il va se poser la question de la transition, de la gestion de la transition. Et le président Kabila qui va diriger la transition, il y aura une sorte de conférence nationale. Donc, c'est le grand point d'interrogation qui se pose au niveau du pays. Le Sénat devrait examiner le texte ce lundi 19 janvier en vue de son adoption avant la fin de la session parlementaire extraordinaire prévue le 26 janvier 2015. Les 3 principaux partis de l'opposition, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, ont appelé les Congolais à occuper massivement ce lundi le Parlement pour faire obstacle au projet de révision de la loi électorale. Cessez-le-feu de l'armée libyenne. Il entrera en fonction ce dimanche à 22h GMT. Il y a 2 jours, la milice Fadjar Libya avait fait de même pour soutenir les négociations de Genève en faveur d'un règlement du conflit entre les milices. Une première session de pourparlers sous l'égide de l'ONU est parvenue à un accord sur un calendrier en vue de former un gouvernement d'union. Écoutons à ce propos Kemal El Merach, spécialiste de la Libye. C'est le premier pas dans la bonne direction. La crise libyenne a besoin d'une solution politique, ça c'est sûr, parce que la solution militaire, ce sera très coûteux et ça très longue. Donc moi, je juge la réunion de Genève positivement et que les partis qui sont participés ont la volonté d'aboutir à quelque chose. Reste à savoir qu'il y a une faction pas négligeable à Tripolis qui refuse le dialogue. Mais tant mieux, parce que maintenant, ces factions à Tripoli qui refusent le dialogue et la solution pacifique de la crise libyenne va être la cible légitime de toute la communauté internationale. Au Sud-Soudan, le conflit politico-sécuritaire a des conséquences directes sur l'économie du pays. Rien que pour l'année 2014, le PIB sud-soudanais a chuté de 15%. Les investissements privés et publics sont de moins en moins fréquents et la guerre civile coûterait près de 25 milliards de dollars au pays. Les précisions d'Aminata Diak. Quelles conséquences économiques pour le Sud-Soudan plus d'1 an après le début du conflit politique qui oppose les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar? Le bilan est consternant et les projections économiques sont désastreuses. Selon une étude de l'agence Frontier Economics publiée ce jeudi 15 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, le PIB du jeune État a chuté de 15% en 2014 et si la guerre s'arrêtait dans les prochaines années, elle coûterait malgré tout près de 25 milliards de dollars. Des chiffres qui ont été calculés en comparant les revenus potentiels du Sud-Soudan en état de guerre ou de paix. La donnée que nous voyons au Sud-Soudan est une donnée qui, du point de vue économique, est une équation qui est très difficile à résoudre dans la mesure où on sait que le pays est dans une instabilité chronique depuis des années aujourd'hui, mais malgré tout l'économie tourne quand même. On sait très bien que même pendant la guerre, et surtout c'est la période durant laquelle les affaires marchent relativement bien, vous avez le Sud-Soudan qui s'est engagé dans le secteur agricole, de pouvoir faire ses infrastructures au niveau énergétique. L'économie du Sud-Soudan repose essentiellement sur les revenus du pétrole qui représentent en moyenne 60% du PIB. Or, pour l'année 2014, la production de l'or noir a baissé d'1 tiers, entraînant la chute de ses ressources. Cette économie-là dépend énormément des revenus pétroliers vis-à-vis de l'extérieur. Et comme nous nous retrouvons dans une conjoncture dans laquelle il y a une baisse généralisée des prix du pétrole sur le marché, et évidemment, les recettes d'exportation de l'économie soudanaise du Sud vont baisser autant. Mais maintenant, en ce qui concerne les perspectives
quelles sont les alternatives qu'il peut y avoir. Il faudrait éventuellement que la stabilité politique revienne et le Soudan pourra repartir. L'impact négatif du conflit se mesure également dans d'autres secteurs de l'économie. De nombreuses infrastructures ont été détruites. Les investissements privés et publics se font rares, tandis que les budgets alloués à l'agriculture, l'éducation ou la santé ont baissé au bénéfice du budget militaire qui a considérablement augmenté. Le coton était à l'honneur lors de la 8e édition du festival Daoulaba au Mali. Le basin, ce tissu à base de coton, reste très convoité dans les pays africains. Cette rencontre culturelle a donc souhaité mener une réflexion concernant les problématiques de cette filière. Reportage de l'Asdiaï, notre envoyé spécial au Mali. Les rencontres autour du coton lors du festival Daoulaba se poursuivent au Mali. Du textile fermé en passant par la fibre africaine jusqu'à la problématique de la production du basin, plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette 8e édition. Le coton damassé teint à la main, encore appelé basin, est une matière première importante de la mode malienne. Mais aujourd'hui, il est confronté à certaines difficultés. La première des contraintes était liée à la longueur de la fibre du coton. Donc il fallait une certaine longueur de fibre pour pouvoir avoir ce basin de qualité avec toute la brillance qu'il faut. Bon, en plus de ça, il y a d'autres contraintes. Les contraintes principales, qui sont les contraintes d'énergie. La contrainte principale à toute industrialisation, c'est l'énergie. Et la situation de l'énergie de notre pays est bien connue. L'image du Mali est désormais liée au basin. Sans être producteur, le pays met en valeur la matière première. À Bamako, une multitude d'ateliers de teinture prospèrent aussi bien pour la consommation locale que pour l'approvisionnement des autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. Cependant, les conséquences des produits utilisés dans la teinture du basin ne sont pas des moindres. Nous importons les teintures et la soude caustique. Tous ces deux sont des produits à manipulation dangereuse. En tout cas, il y a un grand risque que ce soit des produits cancérigènes. Maintenant, ces teintures, après usage, sont déversées dans les fleuves. Et l'État est obligé encore de trouver des alternatives pour retraiter cette eau. Voyez-vous toute la chaîne de pertes que nous subissons à cause de ce bassin. Le festival Daoulaba compte sensibiliser les acteurs quant à l'utilisation des produits chimiques dans la teinture du bassin. La 8e édition de cette rencontre culturelle va prendre fin ce dimanche à Bamako. Sport à présent, retour sur les résultats des 2 premières journées de la CAN de football 2015. En match d'ouverture ce samedi, la Guinée équatoriale et le Congo ont fait match nul 1-1. Toujours dans le groupe A, le Burkina Faso s'est incliné 0-2 face au Gabon. Deuxième journée de la compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale de ce dimanche. Dans le groupe B, la Zambie face à la République démocratique du Congo se sont quittés sur un match nul, 1 but partout. Et ce lundi 19 janvier, ce sera au tour du groupe C d'entrer dans la compétition avec Ghana-Sénégal à 16h GMT et l'Algérie face à l'Afrique du Sud à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.